Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette conférence qui va porter sur un thème qui fait plaisir à beaucoup de contribuables puisqu'il s'agit de payer moins d'impôts en investissant dans le neuf avec un dispositif qui est maintenant très connu qui s'appelle le dispositif Pinel. Donc l'idée pour vous qui nous écoutez, c'est de savoir comment ça marche, comment on fait, comment on finance, quels conseils suivre, quels pièges éviter. Moi, je suis Pierre Chevillard, je suis rédacteur en chef de PAP.fr. Et pour nous accompagner sur ce sujet donc, qui compte de professionnels rompus à l'exercice du Pinel, nous avons Mehdi Raimzad, qui est président du cabinet de Courcelles, qui est un conseil en gestion de patrimoine, si je ne me trompe pas. C'est ça. Bonjour Pierre. Bonjour Mehdi. Et Brian Desagneaux, qui est directeur commercial Île-de-France du promoteur ICAD. Bonjour Brian. Bonjour. Donc pour commencer, le dispositif Pinel, alors il est connu, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est. Comment ça marche? En gros, juste les principales clés pour savoir comment ça fonctionne. Le principe clé du dispositif Pinel, c'est de permettre en fait à un contribuable de faire l'acquisition d'un logement immobilier neuf afin de le proposer à la location et de bénéficier d'un avantage fiscal, un coup de pouce fiscal. Donc c'est une réduction d'impôt liée à cette acquisition. D'accord, donc j'achète, je loue, et l'État me donne de l'argent sous forme de réduction d'impôt. C'est ça, tout à fait. Et combien on peut espérer, juste Brian, juste un chiffre pour donner une idée Aujourd'hui, l'avantage fiscal, il correspond à peu près à 2% du prix du bien. Donc, ça peut monter jusqu'à 6 000 € par an de réduction d'impôt. Ah oui, quand même. C'est effectivement un montant qui est relativement conséquent. Et on le verse quand? Parce que le prélèvement à la source a changé quelques petites choses. Alors exactement, ça a complètement fait varier justement ce versement de l'avantage fiscal. Donc aujourd'hui, le premier versement, il est effectué lorsque vous faites la déclaration d'impôt donc au mois de mai. D'accord. Tous les contribuables français. Vous déclarez votre bien qui a été achevé donc l'année précédente. D'accord. Et là, à ce moment-là, donc l'avantage fiscal vous est versé au moment du solde de votre impôt qui correspond au mois d'août. Donc, au mois d'août, vous avez 100% de l'avantage fiscal qui vous est versé pour la première année. Et ensuite, sur les années qui suivent, eh bien, vous avez 60% qui est versé au mois de janvier et le solde au mois d'août de nouveau. D'accord. Et qui tombe dans ma caisse d'investisseur en locatif. Exactement. Et tous les programmes sont éligibles au dispositif Pinel, Mehdi? Alors, on peut en faire partout en France? Alors, on peut en faire partout en France, mais pas dans toutes les communes. En fait, Oui. il y a un zonage. Le dispositif est pour objectif de contribuer à la production de logements dans ce qu'on appelle les zones tendues, donc les zones où on a constaté un déficit de logements. D'accord. Donc on a un maillage, donc on a les zones A bis, A, B1, qui permettent, on va dire, d'identifier les zones, les zones où il y a donc un manque d'offres. D'accord. Donc ça concerne essentiellement les grandes métropoles, Principalement, l'Île-de-France, des villes comme Nantes, Toulouse, Lyon, Montpellier, Rennes. Tout à fait, tout à fait. Donc ce qui veut dire que si moi je veux investir en Pinel, par exemple, dans une ville de 10 000 habitants en secteur rural, ben je ne peux pas puisque c'est interdit. Alors, oui, c'est interdit. Il y a certaines expérimentations, certaines zones, certaines possibilités. Si réellement le préfet constate un déficit de l'offre dans une zone donc, rurale donc spécifique, donc avec un problème local, mais en règle générale, de façon globale, effectivement, c'est plutôt les métropoles, les zones à forte densité. D'accord, merci. Et alors, il y a des conditions pour en bénéficier, parce que souvent, quand l'État conçoit des mécanismes fiscaux, ben, il faut, voilà, c'est pas, l'État ne donne pas ses faveurs tout de suite à n'importe qui, tout le temps. Brian, quelles sont ces conditions pour faire du Pinel? Alors, les conditions pour faire du Pinel, aujourd'hui, bien évidemment, ils mettent en place, comme l'a dit effectivement mon confrère, dans les zones qui sont dites tendues. Et donc sur ces zones tendues, forcément, les contraintes, elles sont notamment au niveau du plafond de ressources des locataires, où les plafonds de ressources sont effectivement un petit peu plus abaissés, et également au niveau des loyers, puisque les loyers sont encadrés de ce côté-là au niveau du loyer qui est possible d'être mis pour la location. Et ces loyers plafonnés, c'est dissuasif? C'est vraiment, il y a beaucoup de différences par rapport au marché? Alors aujourd'hui, la plupart des loyers, justement, il y a eu un zonage qui a été retravaillé il y a quelques années qui permet aujourd'hui d'avoir des loyers Pinel qui correspondent peu ou prou au loyer marché, ou en tout cas très sensiblement proches. Donc la contrainte du loyer marché, elle est aujourd'hui très, très faiblement
perçu. Et sur les ressources du locataire, c'est pareil. La plupart des Français peuvent être locataires Pinel ou les plafonds sont vraiment bas, Mehdi? Alors, on a effectivement des plafonds donc, qui vont dépendre de la composition du foyer fiscal. Donc, le plafond n'est pas le même si vous êtes célibataire ou si vous êtes une famille avec enfants. Maintenant, on est sur du plafond qui est assez large, c'est-à-dire que la grande majorité des Français peuvent bénéficier d'un logement Pinel. D'accord. En fait, du coup, ces conditions ne sont pas des conditions qui sont extrêmement strictes. C'est plutôt. C'est un encadrement, je dirais. C'est un encadrement, c'est pour éviter, comme souvent, les dérives. Oui. Donc, on a décidé, enfin, le gouvernement décide d'encadrer afin que ça puisse permettre de créer des logements adaptés à la population. Tout simplement. Et ça permet d'éviter des dérives qu'on avait vues au milieu des années 2000 avec d'anciens dispositifs où on construisait des logements où il n'y avait pas de demande locative. C'est ça, c'est qu'on a connu certaines zones où la production de logements n'était pas tout à fait adaptée. C'est ce zonage justement, donc c'est la fameuse zone C qui avait été tant décriée, qui aujourd'hui a été ressortie du dispositif afin réellement de se concentrer sur les zones où il y a un besoin réel. Avéré. Merci. Et donc l'idée, ça veut dire que comme ce sont des secteurs tendus, pour un investisseur, c'est a priori assez facile de trouver un locataire. Clairement, aujourd'hui, entre le loyer qui est encadré avec également un logement neuf, plus un logement qui est construit dans une zone tendue, aujourd'hui, il n'y a aucun risque d'avoir une problématique à trouver un locataire. Est-ce que les prix sont plafonnés, les prix de vente? Alors, les prix de vente ne sont pas plafonnés. Aujourd'hui, vous avez possibilité de vendre du Pinel au-delà d'un certain montant. Néanmoins, la vocation du Pinel n'est pas, si vous voulez, de développer une spéculation particulière sur les logements. Et en ce sens, aujourd'hui, l'avantage fiscal, il est pris uniquement sur une base de 5 500 € par mètre carré. D'accord, donc ça veut dire que si j'achète un logement à 7 000 € du mètre carré, l'avantage fiscal est calculé sur les 5 500. Exactement, l'avantage fiscal sera calculé uniquement sur les premiers 5 500 € du mètre carré. Donc pour l'investisseur, l'intérêt, c'est d'acheter dans un programme qui est à 5 500 € du mètre carré maximum. Exactement, et l'intérêt pour l'État, c'est de pouvoir justement demander à ce que, inciter les propriétaires, donc les acheteurs de logements en Pinel, de logements dans les zones qui en nécessitent le plus. Puisque quand on est sur des prix de vente supérieurs à 5 500 €, ce sont généralement des zones qui qu'on ne souhaite pas forcément favoriser en logement Pinel. D'accord. Et on en trouve beaucoup des programmes à moins de 5 500 € du mètre carré, Mehdi? On en trouve, oui, on en trouve. Alors, ça va dépendre, on va dire, des communes de France. C'est sûr que sur Paris intramuros, ça va être compliqué. Oui, le prix moyen est à 13 000 et ça monte à 17, 18, 20 000 dans les arrondissements les plus chers. Exactement. Donc, c'est d'où, comme le disait Brian, la volonté du gouvernement de recréer encore plus de pression sur la demande dans ces zones-là. Maintenant, vous pouvez trouver effectivement des programmes tout à fait intéressants en Île-de-France, donc sur justement la thématique du Grand Paris ou dans des métropoles de province, des programmes de bonne qualité. Donc, à des prix parfaitement adaptés au dispositif Pinel. Merci, mais alors donc, on sait comment ça marche, on sait quelles conditions respecter. Maintenant, pourquoi on le fait? C'est pour percevoir des loyers, améliorer la retraite. Comment est-ce qu'on bâtit une stratégie Pinel? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, la stratégie Pinel, l'avantage fiscal, ça doit toujours rester, comme on dit, la carotte, la cerise sur le gâteau. Oui. Néanmoins, ça ne doit pas être le moteur principal de l'acquisition d'appartements. De base, vraiment, le but d'acheter un appartement Pinel, c'est vraiment se constituer un patrimoine immobilier. C'est vraiment le principal objectif. Après, l'objectif, il peut être multiple, se constituer des revenus complémentaires, préparer sa retraite, effectivement, réduire ses impôts, mais ce sont uniquement des points complémentaires. Le point principal ne doit pas être de réduire ses impôts. Mehdi, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, quel est votre avis sur la stratégie Pinel à adopter? Est-ce qu'il y a des choses à éviter? Alors, je partage l'avis de Brian. Il faut éviter de se concentrer uniquement sur la carotte fiscale, sur l'impact fiscal. On est sur l'immobilier. L'immobilier, c'est un actif qui permet de se constituer un patrimoine au travers de l'effet du levier du crédit, donc qui est facilité. Cet avantage fiscal facilite une nouvelle fois, donc rend particulièrement attractif l'investissement. Maintenant, il va falloir savoir pourquoi on le fait. Comment on le monte, se faire accompagner par un professionnel pour avoir un montage adapté et enfin choisir avec précaution son bien parce qu'on reste avant tout dans le cadre d'un investissement immobilier en premier lieu. D'accord. Et on peut par exemple acheter en Pinel pour loger ses enfants? Oui,
C'est effectivement un des gros avantages aujourd'hui du dispositif Pinel. Et justement, ce n'était pas l'avantage du précédent dispositif, notamment le dispositif Duflo, qui ne le permettait pas. Et aujourd'hui, c'est un des gros plus et qui a permis à l'époque, au moment où on a rouvert cette possibilité, qui était à l'époque une possibilité du dispositif Cellier également, de pouvoir effectivement loger ses enfants et donc d'élargir le cercle des potentiels acquéreurs de logements Pinel. Et en Pinel petite, grande surface, est-ce qu'il y a un produit préféré Alors, moi j'ai coutume de dire qu'aujourd'hui le Pinel, il est déjà dans des zones qui sont dites tendues. Donc aujourd'hui, vous réussirez à louer à la fois un studio, un 2 pièces, un 3 pièces, voire même un 4 pièces. Vous réussirez à le louer sans difficulté. Après, la logique, elle est sur d'autres critères qui sont à positionner, qui sont plutôt l'effort d'épargne que vous devrez fournir pour un logement, puisque vous pouvez très bien avoir parfois un effort d'épargne inférieur sur un 3 ou un 4 pièces que sur un studio ou un 2 pièces par rapport au loyer qui, lui, est déjà encadré, comme on l'a évoqué. En 2 mots, l'effort d'épargne? L'effort d'épargne, c'est le montant entre ce que vous allez dépenser pour acquérir ce logement, entre la mensualité de crédit, les charges, etc., et ce que vous allez percevoir entre notamment l'avantage fiscal et le loyer. D'accord. Donc en fait, c'est comme si on mettait un petit peu d'argent de côté finalement quand on fait une opération de Pinel. On met de l'argent dans le patrimoine immobilier. Exactement. Et c'est rentable. C'est rentable. Parce que nous on voit sur les sites Imo9, PAP, les principales questions sur le Pinel, c'est effectivement de savoir si c'est rentable. Pierre, nous, en gestion de patrimoine, on est à la recherche pour nos clients justement de solutions, qu'elles soient immobilières ou autres, des alternatives pour aller chercher du rendement et valoriser le patrimoine de nos clients. Qu'est-ce qu'on constate depuis ces dernières années, et c'est un mouvement qui s'accélère même depuis 2020, c'est que les placements, la rentabilité des placements, des livrets à la banque, des compagnies d'assurance vie ou autres, sont en baisse, et c'est en baisse depuis beaucoup d'années. Mais là, on est presque à un rendement zéro, on n'est pas encore en rendement négatif, quoique ça arrive. Et c'est là que effectivement l'immobilier, avec un rendement locatif qui est 2, 3, 4 fois supérieur à un placement bancaire classique, avec une maîtrise. C'est vrai que ce que recherchent les particuliers en investissant dans l'immobilier, c'est les fondamentaux de l'immobilier. C'est un actif tangible, c'est un actif réel qu'ils peuvent identifier et sur lequel on se projette dans la constitution de patrimoine, un revenu complémentaire à la retraite. Voilà. Donc oui, c'est rentable, un investissement immobilier est rentable. L'investissement immobilier Pinel vient apporter une réduction d'impôt, donc un avantage, un rendement additionnel. Maintenant, ce qu'il faut, c'est bien évidemment un produit adapté, un projet adapté à son besoin pour éviter toute problématique dans le futur. En complément, si je peux me permettre, je trouve que ça peut être intéressant. Dans les valorisations de rentabilité qu'on a, on peut trouver généralement aujourd'hui un investissement dans le neuf autour de 3% brut de rentabilité. Donc quand on met en rapport avec effectivement les rentabilités qui sont excessivement faibles. L'assurance vie, c'est 1,20 à 50. Voilà, qui sont des montants très faiblement rémunérateurs. Et quand on le complète sur la durée de la défiscalisation, eh bien effectivement, on peut généralement monter cette rentabilité de 3 à 5% avec l'avantage fiscal, effectivement, comme mentionné précédemment, ou qui permet d'additionner cette rentabilité et d'avoir vraiment un produit qui devient très intéressant, en plus de se constituer un patrimoine. Et j'ajoute, Brian, justement, donc là c'est mon côté gestion de patrimoine, c'est que ces 2% de rendement additionnel dont parle Brian, c'est un rendement net, parce que l'avantage fiscal n'est pas fiscalisé du même. Oui, forcément. Donc, particulièrement pour les contribuables qui voient la différence entre un rendement avant et après impôt, ça devient vraiment intéressant. Et on entend souvent dire, la fameuse boutade dans le monde de l'immobilier, un investissement réussi, c'est l'emplacement. Alors, au-delà de la caricature, pourquoi c'est vraiment important l'emplacement ? Les fondamentaux, c'est votre bien, qu'est-ce qui va pérenniser votre bien. C'est deux choses, c'est effectivement le bon remplissage, donc avoir un taux d'occupation important, pas de vacances, donc un changement entre deux locataires, donc une remise en location rapide, et bien évidemment la valorisation à terme, le jour où vous voulez revendre votre bien pour repartir sur un autre projet, la facilité à le revendre. Qu'est-ce qui va garantir ces fondamentaux ? Et c'est l'emplacement. Quand on parle d'emplacement, alors c'est pas forcément que sur les Champs-Élysées, c'est un placement stratégique qui répond aux besoins. Donc les infrastructures, les transports, le marché les zones d'emploi, et c'est des choses, des thématiques justement qu'on peut travailler de façon très intéressante, aussi bien sur les métropoles de province que sur des thématiques comme le Grand Paris aujourd'hui. Donc effectivement, le point clé reste l'emplacement.
Brian, vous partagez l'opinion de Mehdi? Oui, tout à fait. Et moi, généralement, je vais même plus loin en conseillant aux clients qui souhaitent acheter du Pinel de le faire dans des emplacements qu'ils connaissent. Donc, qu'ils connaissent soit par toutes les informations qu'ils peuvent en avoir autour d'eux, soit qu'ils connaissent personnellement pour y avoir habité ou pour avoir de la famille, qui seront les meilleures personnes pour leur garantir que cet emplacement est le meilleur pour leur investissement patrimonial. Dans cette logique-là, d'ailleurs, quand on parlait des excès des années précédentes, il faut aller sur place, même si le programme n'est pas encore construit. C'est essentiel et je vois très souvent justement dans mon métier des investisseurs en Pinel ou même de manière générale en immobilier qui achètent dans des secteurs qu'ils ne connaissent pas et qui ne se déplacent pas. Et je trouve ça Mais c'est incroyable, particulièrement enfin c'est encore un logement surprenant, qu'on achète. mais exactement, aujourd'hui on n'est pas en train d'acheter une baguette de pain, c'est un logement, c'est un investissement sur 15, 20, 25 ans, et donc par rapport à ces durées d'emprunt, il est essentiel de pouvoir se rendre sur place pour se rendre compte de ses propres yeux du marché local, et en plus de voir effectivement l'environnement, le fait de se déplacer permet de pouvoir rencontrer les intervenants locaux, notamment les agences immobilières du secteur, qui peuvent être à même de pouvoir confirmer les valorisations à la fois même à l'acquisition, à la revente et également à la location du bien qu'ils auront. Merci. Et donc un investissement Pinel, il faut bien le financer. Est-ce que les banques ont des critères particuliers? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Est-ce qu'il faut de l'apport personnel? Alors, ouais, ça, la fin. On va essayer de répondre tout en sachant que les réponses voilà, ne sont jamais génériques. Tout dépend réellement de la situation, de l'âge, des capacités financières et de l'objectif, de ce qu'on attend du projet. Maintenant, beaucoup de personnes de nos jours veulent effectivement réaliser cette acquisition avec un apport important, pensant que c'est un gage de rentabilité. Alors, ce qui n'est pas réellement le cas, parce qu'aujourd'hui, on a des taux, des conditions financières qui sont très très basses. Vraiment, on emprunte, l'argent n'a jamais coûté aussi peu cher et on peut emprunter sur des durées assez longues. Et on peut également emprunter sans apport. Ce n'est pas vrai dans tous les cas, ça dépend du montage et du profil, mais les banques proposent encore des financements. On peut en trouver. On peut en trouver. On en trouve. Ça dépendra de votre profil, de votre profil épargnant, de votre profil investisseur également, mais on en trouve effectivement communément. Mais les banques vont quand même demander des garanties. C'est réservé aux emprunteurs qui ont quand même déjà un petit peu de patrimoine. Oui, la banque veut s'assurer que vous êtes plus sécureux que Sigal. Oui, ça c'est un cas important. Ça c'est un cas pour tout le monde. Voilà, il faut rassurer la banque. Oui, vous, en matière de conseils pour financer, qu'est-ce que vous pourriez recommander aux candidats à l'investissement Pinel? Il faut bien se préparer en amont pour savoir si on rentre dans les cases des critères des banques. Aujourd'hui, les critères, ils sont connus, je dirais, un petit peu de tous. Ce sont des critères qui sont justement communiqués de manière assez large, qui sont des critères d'endettement. Donc là, de ce côté-là, on est à même de pouvoir savoir si on est en mesure de pouvoir investir dans l'immobilier et de reste à vivre aussi, puisque au-delà de l'endettement, parfois quand on a des revenus assez conséquents, la banque va également regarder le reste à vivre. Mais aujourd'hui, investir dans un Pinel, c'est aussi la possibilité généralement d'être adossé à un marché qu'on connaît forcément tendu, puisque c'est du Pinel, donc on ne peut pas le faire partout. Et en plus de ça, la banque du coup est certifiée par le promoteur, elle connaît justement la viabilité du promoteur, où il construit, donc ça favorise aussi la banque sur une acceptation de crédit. Merci. Alors, après donc, on a vu ce que c'était, on a vu comment ça marchait, on a vu comment on pouvait acheter, comment on gère. Est-ce que je fais tout moi-même? Est-ce que je fais appel à un intermédiaire? Avantages, inconvénients de la formule, Mehdi? C'est un petit peu alors, complément de la vision de Brian. Nous, en tant que professionnels du patrimoine, parce qu'on va prêcher pour notre paroisse, on va effectivement recommander de se faire accompagner par un professionnel indépendant qui va pouvoir réellement prendre en compte les spécificités de la situation, les différents projets et intégrer ce projet dans le patrimoine global et s'assurer également que le projet, au-delà du financement, au-delà de la capacité bancaire, ne va pas déstabiliser l'équilibre patrimonial du foyer. Ça, c'est un premier point. Pour le gérer, une seule recommandation, enfin de notre point de vue en tout cas, avec l'expérience, c'est vraiment de confier la gestion à un professionnel. Parfois, en mettant trop d'affectifs, en ayant justement un bien immobilier en face de chez soi, on se dit qu'on va le gérer. Aujourd'hui, la gestion, c'est un vrai métier. On a une réglementation qui est qui peut être contraignante, en tout cas pour le propriétaire. Le fait de la déléguer à un professionnel, c'est
un gage de garantie sur le succès de son opération. Voilà, je ne sais pas si vous souhaitez parler également des assurances ou autres, mais c'est justement ce que va pouvoir proposer un professionnel, c'est de couvrir. Si Brian veut nous en parler peut-être. Oui, c'est ce qu'on appelle les produits packagés. En fait, vous fournissez un produit tout compris avec un logement, la gestion, les assurances, éventuellement le financement. Alors on est effectivement, nous, pour le coup, en partenariat avec effectivement un grand groupe d'agences immobilières qui nous garantit effectivement et qui s'occupe de proposer à nos clients un package de ce côté-là d'offres de gestion locative. Donc ça a cet avantage. Après, on laisse totalement les clients libres de leur choix. Donc ils ont à la fois la possibilité de le gérer seuls, s'ils le souhaitent, et également de le gérer via ce package. Après, il y a aussi la solution un petit peu entre deux, qui est aujourd'hui que choisissent un certain nombre de clients. C'est la solution de gérer seul, mais de prendre une assurance loyer impayé. Alors l'assurance loyer impayé qui peut se prendre notamment via des sociétés qui se sont créées ces dernières années, c'est des sociétés de garants qui sont un certain nombre aujourd'hui et qui effectivement garantissent le locataire de ce côté-là et donc qui sécurisent aussi le propriétaire dans son investissement sans forcément avoir à payer des frais de gestion qui sont au global qui reste un montant important puisque quand on est sur un package global, on est autour de 10% de frais de gestion pris sur le montant du loyer. Et ils sont déductibles de revenus fonciers des loyers. Ils sont déductibles du revenu, effectivement, des loyers qu'on perçoit. Donc ça a cet avantage. Malgré tout, c'est de l'argent qu'on sort quand même. Oui, d'accord. Alors, Mehdi, s'il fallait éviter un piège en Pinel. Alors on va revenir sur différents points. Un piège, il y a une vraie liste. On va revenir sur l'emplacement. En fait, je pose la question parce que souvent la défiscalisation agit comme un effet peut-être hypnotisant et beaucoup d'investisseurs foncent tête baissée. C'est ça, c'est les sirènes, c'est le mirage, on va dire, d'une étude qui paraît particulièrement attrayante, d'une rentabilité peut-être excessive et de garanties, on va dire, qui sont censées couvrir tous les risques. On l'a vu, ça fait certaines dérives, certaines personnes ont l'impression justement de faire presque un placement financier où tout est sécurisé, tout est garanti. Là, attention au piège. Oui, c'est l'immobilier, voilà. ce que vous disiez tout à l'heure. Tout à fait. Tous les risques ne peuvent pas donc, se couvrir. Et la meilleure des garanties, le meilleur des risques, c'est de bien choisir, de bien monter son opération et de s'impliquer justement dans son projet. Marianne. Je dirais en complément de ça, en piège à éviter, c'est d'éviter, et ce qui arrive parfois, de surpayer son investissement immobilier. Ça peut arriver. Exactement. Et comme pour compléter ce qui était indiqué, c'est que on est un peu hypnotisé parfois par la réduction fiscale qui est faite, mais il ne faut pas que la réduction fiscale elle soit totalement absorbée par en fait le fait que le bien immobilier soit survendu par rapport au marché local. Voilà, donc ça c'est vraiment une vigilance sur laquelle j'attire bon nombre de futurs acquéreurs en Pinel, c'est de vérifier que le logement qui est acquis est parfaitement en adéquation avec le prix du marché local. Mehdi, un dernier conseil pour un investisseur? J'ai une nouvelle fois peut-être prêché pour un paroisse, se faire accompagner, comparer, prendre des informations, demander à des professionnels pour bien garantir, pour être certain de ne pas partir tête baissée en se faisant miroiter, on va dire, quelque chose de miraculeux. Voilà. Prendre le temps et se faire accompagner. Oui, ça reste un placement quand même. Il n'y a pas de placement miraculeux de toute tout façon. Tout à fait. Et le même bien, enfin le même produit, le même bien immobilier au même emplacement, en fonction du montage et selon la situation, peut être catastrophique pour certains foyers, certains couples, certaines familles, ou tout à fait intéressant. Donc au-delà du bien immobilier, on reste quand même sur un investissement, un montage et de la gestion de patrimoine. Merci Brian. Votre dernier conseil? Alors, mon dernier conseil, il sera peut-être un peu commercial, peut-être lié aussi à mon poste, mais pour le coup, c'est vraiment quelque chose auquel je crois, c'est d'investir maintenant. Pourquoi? Parce que, et c'est vraiment mon conseil, les taux d'intérêt, on l'a évoqué tout à l'heure, ils sont excessivement bas. Et clairement, à un moment donné, ils vont bien finir par remonter un jour ou l'autre. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, le Pinel, il a un taux qui est très intéressant
et qu'à partir des années dans les futures années, Oui, 2023, 2024. Exactement, il est déjà prévu de réduire cet avantage fiscal de D'accord. 15 à 20% la première année et de 15 à 20% l'année qui suit, en 2024. Donc du coup, aujourd'hui, il faut bénéficier de cet avantage fiscal qui est très intéressant, tel que la configuration est faite aujourd'hui, plus des taux d'intérêt qui sont très bas. Voilà. Merci beaucoup. Merci, messieurs, pour ces conseils constructifs. Merci Pierre. On Merci ne Pierre. peut qu'inviter les internautes à aller visiter les sites des exposants. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci.